Donc bonjour à tous dans cette formation Git organisée par l'association Data for Good. Euh, donc l'idée de cette formation c'est de faire une initiation à Git, donc qui est un logiciel qui sert à faire de versionning du code, c'est-à-dire à garder un historique du code, mais on va rentrer plus en détail là-dedans. L'idée c'est de voir vraiment tous les concepts de base. On a créé ce document qui va servir de fil directeur, qui va faire une introduction, présenter les concepts les plus importants, quelques exercices de travaux pratiques et il y a quelques concepts avancés qui sont indiqués dans le document mais qu'on ne va pas traiter ici, c'est plus pour information si vous voulez jeter un coup d'œil pour savoir que ça existe. Euh, le document sera mis à disposition à la fin de la formation et il sera sûrement sujet à évoluer au fil du temps, donc vous verrez sûrement pas exactement ce document-là si c'est dans quelques temps. Donc d'abord Git. Oui, j'ai oublié quelque chose dans le document, je vous ai mis le lien vers deux ressources. GitSM qui est le site officiel de Git, vous verrez, vous trouverez la documentation et j'ai mis aussi celle-là, la documentation fait par Atlassian que je trouve intéressante et plus visuelle, voilà. Donc vous retrouvez toutes les informations. Donc on commence tout de suite par qu'est-ce que c'est Git? Alors déjà, ne cherchez pas ça sur un dictionnaire en anglais parce que c'est une insulte en anglais. Voilà, si vous entendez dire Git euh, en dehors d'un contexte informatique, peut-être que vous êtes en train de vous faire insulter. Euh, mais dans notre contexte à nous, Git c'est un logiciel qui sert à faire ce qu'on appelle le versionning du code, c'est-à-dire garder un historique du code. Euh, On s'en sert pour garder la trace de qui a modifié quoi, clairement au sein d'un code. Euh, il existe d'autres logiciels qui font ça aujourd'hui. Quasiment tout le monde utilise Git, notamment parce que enfin, ça a été créé et popularisé par quelqu'un que vous devez connaître, qui est Linus Torvald. J'ai écrit Linus Torvald, qui est la personne qui a créé, qui est à l'origine de Linux. Voilà, mais c'est aussi lui qui a développé Git. Voilà, il est connu pour avoir développé le noyau Linux, mais il a aussi créé Git. C'est la même personne. Euh, Avant lui, il y avait déjà des logiciels de versionning, et il y en existe d'ailleurs d'autres aujourd'hui que Git, mais quasiment tout le monde utilise Git. Et normalement, vous devez avoir aussi entendu parler de GitHub, de GitLab. Donc Git, GitHub, GitLab, c'est pas la même chose. Git, c'est vraiment le logiciel de base qui sert à faire le, à garder l'historique des modifications. Et il y a GitHub et GitLab, mais là aussi il en existe plein d'autres qui sont des plateformes qui, nous on va utiliser GitHub, donc je vous fais voir à quoi ça ressemble. C'est des plateformes qui rajoutent plein de fonctionnalités autour de Git, qui rajoutent une interface graphique plus jolie, qui permettent plein d'autres actions, des actions automatisées, qui permettent d'avoir des tâches de gestion de projet, de créer des wikis, voilà, de gérer des droits sur les repositories, on verra sur le code. Et on va en parler un peu plus en détail après, voilà. Mais donc pour revenir à Git, à la base, Git tout court, ça a été réfléchi pour être avant tout comme il y a écrit dans la doc, un système de version distribué, c'est-à-dire que c'est pas censé être centralisé. Normalement, on doit tous avoir la même version du code en quelque sorte, tous avoir les mêmes, les mêmes droits, on va dire en quelque sorte, et il ne devrait pas y avoir un dossier qui a la main sur les autres. C'est censé fonctionner de manière complètement décentralisée, mais c'est pas du tout ce qu'on fait dans la pratique, puis notamment via le fait qu'on utilise GitHub qui permet de, on va dire, gérer ça de manière centralisée, comme si sur GitHub il y avait un dossier qui était le dossier maître et qui avait la main sur toutes les autres.
Mais il faut bien vous dire que c'est pas. On pourrait fonctionner, on pourrait utiliser uniquement Git sans GitHub et on n'aurait pas besoin d'avoir un dossier centralisé. Voilà. Et donc je vous disais, il y a GitHub et GitLab qui existent. Dites-vous que c'est à peu près la même chose, même s'il y a des légères différences. Et il y en a d'autres qui existent qui sont beaucoup moins utilisés. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec l'utilisation, l'installation de Git. Je vous ai mis ce lien-là dans la documentation, donc sur Git SCM, démarrage rapide. Vous pouvez l'installer sur Linux, sur Mac et sur Windows. Je vous laisse regarder la documentation et le faire de votre côté. Moi, pour cette vidéo, je suis sous Windows, mais j'ai un WSL, donc c'est-à-dire un noyau Linux qui est à l'intérieur de mon Windows. Donc je travaille dans un environnement Windows, mais mon code il est dans Linux en quelque sorte. Mais ça changera pas grand-chose que vous soyez sous Linux, sous Windows ou sous Mac. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez juste taper Git ouvrir un terminal et juste taper Git dedans, voir qu'est-ce qui ressort. Normalement, quelque chose devrait apparaître. Si c'est le cas, c'est que vous avez bien fait l'installation. La première chose à faire, ça va être configurer Git, notamment avec votre nom d'utilisateur et votre adresse email. C'est ce qui va apparaître dans l'historique des modifications. Donc vous avez cette commande-là, git, plus loin config, global, plus loin user.name, et vous mettez votre username, ce que vous voulez. Et vous avez la même avec user email. Je vais pas mettre mon vrai email, hein, je sais pas, mais vous pouvez mettre votre email, voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire git config-list et vous devriez voir apparaître votre username et votre email que vous venez de renseigner. Donc si vous en êtes là, déjà c'est bien, ça veut dire que Git est bien installé et configuré. C'était juste la première étape pour être sûr que tout le monde est installé. On va rentrer d'abord plus en détail dans certains concepts de Git. Et une fois qu'on aura les concepts de base, on suivra les TP ensemble. Donc à la base, Git c'est un logiciel qui est fait pour être en ligne de commande. Donc tout est possible en ligne de commande, mais il y a des outils qui existent qui rajoutent un interface graphique par-dessus. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus intégré avec des IDE, donc des logiciels qui servent à développer. Euh, pour ce tuto, on va utiliser VS Code que vous devriez connaître. Dans VS Code, il y a un onglet qui s'appelle Source Control qui sert en fait à faire de manière graphique les actions de Git. Ça évite d'avoir, pour commencer, ça évite d'avoir à utiliser des lignes de commande. Pour information, vous devriez avoir si c'est la première fois que vous utilisez VS Code, vous devriez avoir beaucoup moins d'informations que moi. Vous voyez, moi j'ai un onglet là qui parle des commits, des branches, enfin, c'est des concepts de Git qu'on va expliquer. C'est parce que j'ai une extension dans VS Code qui s'appelle GitLint. Il y en a sûrement d'autres. On m'avait conseillé celle-là, mais qui a été fait par GitKraken. Voilà, GitKraken, c'est un des logiciels qui rajoute une interface graphique sur Git. Et ils ont fait cette extension pour VS Code. Vous pouvez l'installer si vous voulez. Vous aurez la même visualisation que moi avec plus d'informations dans cet onglet-là, Source Control sur Visual Studio Code. On va parler tout de suite des concepts de Git. Donc d'abord, Git, ça sert à gérer la version du code dans un dossier. Dans Git, une fois qu'un dossier est initialisé avec Git, on appelle ça un repository. Et en français, on parle de dépôt de code. Globalement, c'est un dossier qui a un versionning du code. Donc, je ne me rappelle plus où j'ai mis ça, dans formation.
Donc je suis dans le dossier, dans le dépôt de code qu'on va utiliser pour cette formation. Je vous expliquerai après comment le créer. Là, je vous fais juste voir les concepts. Et donc, dans ce dossier, il y a plein de... il y a les fichiers qui sont les fichiers du code. ls, c'est la commande en Linux pour afficher les dossiers, mais si vous l'ouvrez dans un explorateur de... Si vous avez un dossier, un dépôt de code que vous ouvrez dans un explorateur Windows classique, vous verrez les mêmes infos. Par contre, là, j'affiche pas les dossiers, les fichiers cachés. Si je fais un ls-a, ça affiche aussi les fichiers cachés et vous voyez qu'il y a ce dossier-là qui s'appelle .git. Si je rentre dedans, vous voyez qu'il contient plein de fichiers. Il y a des dossiers avec des branches qui parlent de hook, des logs, de notion de head. Vous n'aurez jamais à aller voir l'intérieur de ce dossier-là, et d'ailleurs il est caché sous Windows, mais l'idée c'est que c'est ça qui sert à Git pour fonctionner. Donc si vous voyez un dossier avec un dossier avec à l'intérieur un dossier .git, c'est que c'est un dossier où Git fonctionne dedans et qui sert à faire de l'historique. On parle de repository, voilà. Je vous ai dit que Git, on s'en sert de manière centralisée, c'est-à-dire avec GitHub qui va centraliser toutes les informations, les accès sur le dossier, rajouter plein de fonctionnalités. Euh, on parle en général de local ou de distant, de remote en anglais. Donc en général, quand on dit ça, c'est en local, ça va être sur votre machine, la version actuelle du code que vous avez sur votre machine, et en distant, en remote, ça va être tout ce qui aura été partagé par vous et par toutes les autres personnes qui contribuent au projet. Euh, donc vous verrez qu'il y a des commandes à faire pour synchroniser ceux qu'on a en local et ceux qu'on a en distance. Ça se fait pas complètement automatiquement. Voilà. Euh, Ensuite, il y a une autre notion qui est la notion de commit. En anglais, le verbe commit, c'est faire quelque chose, commettre quelque chose. Normalement, vous devez avoir entendu parler de commitment. Voilà, c'est un engagement. Donc, quand on commit quelque chose, c'est une modification qu'on fait dans le code. C'est ce qu'on a fait, on s'y engage et ça veut dire qu'on ne peut pas l'annuler. Et donc, si on s'est trompé, qu'on a fait une mauvaise modification, il va falloir refaire une autre modification qui annule ce qu'on a fait. L'idée, c'est que ce soit vraiment un historique fiable et qu'on puisse se baser sur ça pour garder un, un historique de tout ce qui s'est passé comme modification. Donc en général, on a cette représentation graphique là. Chaque rond, ça va être un commit et chaque trait, c'est le temps qui passe, l'historique, voilà. Et vous voyez que en fait c'est pas linéaire, on va avoir d'autres axes sur notre axe principal et on va appeler ça des branches. Donc l'idée c'est qu'avec Git on va pouvoir gérer plusieurs branches en parallèle. Voilà. Et chaque branche contient des commits. Lorsqu'on fait un commit, je peux peut-être vous en faire voir un. C'est pas ça. Ça c'est dans l'interface de GitHub, on va avoir un écran pour faire des commits, pour voir les informations des commits, pardon. Euh, on a ici le message du commit qui est affiché. En fait, à chaque fois qu'on fait une modification, on va écrire vraiment en texte libre qu'est-ce qu'on a fait. Et l'idée, c'est que ça facilite la traçabilité et pour comprendre quelle modification a été faite sans besoin d'aller vérifier tous les fichiers modifiés. Donc là, ça doit être du texte explicite. Là, ça vous dit sur quelle branche ça a été fait. C'est la branche main, mais on en parle après. Vous voyez là, il y a un petit numéro aussi. C'est ce qui identifie précisément un commit. C'est le concept de hash. C'est le concept on parle de SHA, de SHA ou de hash.
Secure Hash Algorithm. Je vous laisse lire, c'est technique. L'idée, c'est juste, c'est quelque chose, j'ai trop d'onglets ouverts. C'est en gros une suite de caractères qui identifie précisément un commit. Voilà. Dans certains cas, on en aura besoin. Je vous expliquerai pas pourquoi dans cette formation. Et là, en dessous, vous voyez toutes les modifications qui ont été faites sur le commit. Là, il n'y a pas beaucoup d'infos parce que en fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai créé ce fichier là, readme.md, et j'ai ajouté une ligne dedans qui s'appelle avec un commentaire avec écrit readme. Pas un commentaire avec un titre écrit readme. Ouais. Et donc, vous voyez que c'est moi qui l'ai fait là. Il y a bien mon profil, voilà. Peut-être pas la peine de l'ouvrir encore. Il y a bien mon profil ici, donc on sait qui a fait la modification. Dans VS Code, d'ailleurs, c'est pas le bon projet que j'ai ouvert. Attendez. Euh, je vais au endroit. Je l'ouvre en ligne de commande parce que je vous disais, je suis dans un noyau Linux, mais vous, si vous ouvrez VS Code, quand vous aurez un dossier, vous pourrez juste le faire via fichier ouvrir. On en reparle tout à l'heure. Euh, je voulais vous faire quoi? Je voulais vous faire quoi? Ah oui, faire voir l'historique. Donc, dans ce dossier-là, c'est le même projet que je vous faisais voir en ligne, c'est le projet sur lequel on va travailler. Vous voyez que là, dans cet onglet Source Control, dans l'onglet des commits, on voit des informations. Par exemple, là, on voit que cette personne, avant, a créé un fichier main.python. Et vous voyez à gauche, quand on clique dans un commit sur une modification, vous voyez à gauche l'état avant le commit et à droite l'état après. Donc ici, on a juste ajouté une ligne avec écrit mon fichier main. Voilà. Voilà. Clairement, on va pas avoir du code très compliqué. L'idée, c'est de comprendre les concepts de base de Git, hein. Voilà. Euh, donc, je vous disais, il y a les notions de branche. Le branche, c'est plusieurs historiques en parallèle. Et d'ailleurs, si vous allez, donc on retourne sur GitHub, sur l'onglet code, vous voyez que là, il y a ce petit menu. En fait, et c'est toutes les branches disponibles. Alors, il y a une branche qui sera toujours présente, c'est la branche main. Pour information, si vous voyez de la documentation un peu ancienne ou quelque chose comme ça, il y a des chances pour qu'elle s'appelle pas main, mais qu'elle s'appelle master. Mais on a tendance à abandonner ce vocabulaire, donc c'est de plus en plus main. Et ensuite, il y a d'autres branches que tout le monde va pouvoir créer et avec certaines nomenclatures à suivre. Alors ça dépend des projets, mais normalement, vous allez toujours trouver au moins deux nomenclatures, fit, slash et fix, F-I-X. Slash, l'idée c'est quand on crée une branche pour créer une nouvelle fonctionnalité, on va l'appeler fit pour feature, fonctionnalité. Et quand on crée une branche pour corriger quelque chose, on va l'appeler fix pour correction. Et votre projet ou votre équipe peut avoir ses propres nomenclatures. Il n'y a aucune obligation sur le nom des branches, c'est complètement libre. L'idée, c'est juste réfléchir ensemble à comment vous voulez vous organiser. D'ailleurs, il existe différentes stratégies pour gérer les branches. Par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, et j'ai l'impression que c'est ce qui se fait le plus traditionnellement, on va dire, c'est il y a une branche qu'on a appelée dev qui sert au développement. Il y a une branche de pré-production et une branche main qui est la branche en production. Et en fait, tous les développeurs, on travaille depuis la branche main, on va se créer d'autres branches pour créer nos fonctionnalités. On va ensuite les fusionner dans la branche de dev. J'ai dit depuis la branche main? Attendez, je recommence. Depuis la branche dev, on va créer des branches pour travailler sur d'autres fonctionnalités. Quand on pense que tout est OK, qu'on a tout le monde à vérifier, on va les fusionner, je vous en parle après, dans la branche dev. Et ensuite, on va se servir de cette branche dev pour dire, ok, ben, cet été-là, on va le mettre dans la branche pré-prod pour déployer en environnement de pré-production. Et si tout est OK en pré-production, alors on mettra tout dans la branche main et on mettra en prod. Mais ça, c'est juste une des stratégies de gestion de branche qui existent. Et il y a plein d'autres manières de faire ça, notamment si vous faites du CICD, si ça vous parle. Euh, Normalement, vous n'allez pas
C'est chaque branche qui sera fusionnée partout plutôt que tout fusionner en dev et après fusionner dev en pré-prod et en prod. C'est pas très grave si vous comprenez pas exactement ce que je veux dire. L'idée c'est, rappelez-vous que il y a plusieurs versions en parallèle du code. C'est pas juste un seul historique qui est géré, c'est plusieurs. Et d'ailleurs, là dans VS Code, en bas, vous voyez sur quelle branche vous êtes actuellement. Et vous voyez que vraiment les fichiers changent. Si je suis sur la branche main, la branche principale, et par exemple il y a ce dossier, la contrôleur, ce dossier nouvelle branche, ce dossier tuto. Par contre, si je me remets sur une autre branche, qui était celle-là, je pense, ben voilà, ces dossiers n'existent pas. Et c'est pas VS Code qui affiche quelque chose ou non, c'est vraiment, ça fait changer vos fichiers dans votre explorateur de fichiers, quoi. Ça met à jour, j'ai envie de dire physiquement, mais c'est pas physique, mais ça met à jour réellement tous les fichiers que vous avez en local. C'est pas juste une représentation, hein. Si vous le faites si vous le faites dans un explorateur de fichiers, ça sera la même chose. Là, si je fais un ls, là j'affiche tous les documents que j'ai. Vous voyez que j'ai que index, les mêmes que je vois là. Si je me remets sur la branche main où il y a d'autres dossiers qui existent, et je refais un ls, là vous voyez, il y a les dossiers en plus qui sont présents, quoi, hein. Vraiment, ça gère plusieurs versions du même projet en parallèle. Voilà. Donc il y a pas mal de choses que je vous ai dit, voilà, et il y a encore quelques petits concepts à discuter. Il y a les concepts de push et de pull. On peut peut-être chercher dans la doc d'atlassian, git pull. Je sais pas si je vais trouver facilement la doc. Voilà, j'étais là en fait. Je vous laisserai lire un peu plus si vous voulez, mais en fait, il y a deux commandes avec Git. Une qui s'appelle push pour pousser, c'est-à-dire envoyer du local vers le distant, et une autre qui s'appelle pull, c'est-à-dire tirer, c'est-à-dire récupérer du distant vers le local. C'est ces deux commandes-là qui vont vous servir à synchroniser ce que vous avez en local avec ce qu'il y a en remote, en distant. Pour information, sur VS Code, il y a ce petit bouton-là. Quand vous cliquez, ça fait pull et push en même temps et ça met tout à jour. Voilà. Vous verrez pendant les TP à l'utilisation. Ensuite, il y a les notions de merge, c'est-à-dire que c'est voilà, git merge. Ils ont peut-être voilà, un petit schéma. L'idée, c'est on part de cette version de base. Là, on va créer plusieurs branches, c'est-à-dire plusieurs historiques différents du code, et une fois qu'on pense que c'est bon, on va le fusionner dans la branche principale. On appelle ça un merge. Je vous ferai voir un exemple tout à l'heure, mais l'idée c'est pour permettre en fait à plusieurs personnes de travailler en même temps sur plusieurs fonctionnalités sans se marcher dessus. Enfin, pardon, en essayant de moins se marcher dessus, vous verrez qu'au moment qu'on fusionne, et c'est le dernier concept qu'on va expliquer, ça risque de créer des conflits. C'est-à-dire si plusieurs personnes, ou même une même personne, mais sur plusieurs branches, pour simplifier, bon, travaillent sur des mêmes parties du code en fusionnant, on risque de créer des conflits. C'est-à-dire si Git a deux modifications qui sont pas cohérente, c'est-à-dire que par exemple deux personnes ont modifié la même ligne de code dans le même fichier, Git il va essayer de réconcilier les deux et il va dire mais je sais pas quoi faire parce que j'ai deux modifications différentes. Et là ça va être à vous d'aller manuellement faire les modifications pour conserver ce que vous voulez. Mais je vous ferai voir un exemple dans le dernier TP. D'ailleurs, commençons les TP. Euh, Je vais fermer tout ça, je vais vous faire voir à partir de là. Voilà. Donc, je suis dans notre
dans notre projet qu'on va utiliser là, qui est un projet qui a été créé dans l'organisation Data for Good, qui sert juste pour la formation. Donc dans ce projet-là, en fait, je vous ai normalement donné accès. Si vous allez dans Settings, collaborateurs, vous devriez vous voir. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ont différents accès. Moi, je suis là, j'ai les accès admin, donc je peux tout faire dans le projet. Vous, on va vous donner accès juste en write, c'est-à-dire vous pouvez cloner le projet. D'ailleurs, je vais pas expliquer ce concept-là, c'est récupérer, créer une nouvelle version du projet en local. Voilà, pas une nouvelle version, créer un dépôt qui sera synchronisé avec tous les autres dépôts de code, quoi. Voilà. Euh, Et donc vous pouvez mettre à jour, créer des branches, tout ça, voilà. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que les droits sur le dossier, les droits sur le projet sont gérés par GitHub. Donc, puisque les droits sont gérés par GitHub, il va falloir une manière pour faire comprendre à GitHub que c'est bien vous qui travaillez et que il doit faire le lien entre vous, votre ordinateur et votre compte sur GitHub. Une manière de faire ça, c'est vous allez sur GitHub, vous cliquez sur votre profil en haut, Settings, paramètres si vous êtes en français, je suppose, et il y a cet onglet là, SSH et GPG Keys. Des clés SSH, en gros SSH, c'est un algorithme qui sert à se connecter à des serveurs distants. Et en utilisant une clé précise, on retrouve la notion de chat. Tout à l'heure, c'est pas le même algorithme que pour les commits. Voilà. En fait, ça va être une chaîne de caractères précise qui va vous identifier vous. Et il va falloir qu'on génère une clé sur votre machine que vous chargez dans GitHub et c'est un couple de clés publiques et privées. Ça marche comme les certificats web si vous voulez chercher ou si ça vous parle déjà. Et donc l'idée c'est vous donner votre clé publique à tout le monde et il n'y a que votre clé privée qui est capable d'authentifier réellement votre clé publique. Donc si on va générer deux fichiers, une qui est la clé privée, une qui est la clé publique. Vous donnez la clé publique à qui vous voulez. Par contre, vous gardez à tout prix la clé privée que pour vous sur votre PC. Vous pouvez utiliser la même clé privée pour différents ordinateurs si vous voulez. Par contre, il faut que ce soit que vous qui l'ayez parce que ça vous identifie personnellement, quoi. Voilà. Pour les générer, vous allez en local sur votre machine, que ce soit Windows, Mac ou Linux, c'est la même commande. Vous faites SSH, j'ai mis un H de trop, -keygen. Vous pouvez mettre certains paramètres, mais normalement de base ça suffit. Vous faites entrer, il va vous dire qu'il génère un couple de clés publiques et privées. Il va vous dire à quel endroit est-ce que on veut sauvegarder la clé. Vous pouvez laisser l'endroit par défaut, que ce soit Mac, Windows ou Linux, ce ne sera pas exactement le même endroit, mais c'est pas grave, laissez l'emplacement par défaut. Moi perso, je suis en algorithme RSA, mais il y a un algorithme plus moderne qui est ED quelque chose, on verra tout à l'heure. Si c'est autre chose que RSA, c'est pas grave, mais limite c'est mieux. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, changer le nom de la clé, mais je vous conseille de laisser ça de base. Par contre, attention, si vous en avez, moi là, ça va créer une clé qui s'appelle IDRSA. Si vous en avez déjà une avec le même nom, ça va l'écraser. Donc, si vous en avez déjà une, vous n'avez peut-être pas besoin de faire cette manipulation. Sinon, faites-la, vous faites entrer. Il va vous dire d'entrer une passphrase, c'est une petite phrase, un petit mot-clé qui permet de rajouter un peu de sécurité. C'est pas obligatoire. Moi, je laisse vide. J'ai pas appuyé. Je vous demande de confirmer le mot-clé. Voilà. Et il dit c'est bon, ça a créé une clé dans IDRSA. Si vous allez voir où c'est, normalement vous devriez voir l'endroit où c'est. Pour info sous Windows, il faut que vous allez par exemple dans vos documents, vous remontez avec la flèche là plusieurs fois jusqu'à retrouver votre profil.
Et dans votre profil, vous avez un dossier qui s'appelle .ssh où vous retrouvez la clé. Sous Linux, c'est pareil, c'est-à-dire je vais dans mon home, rien du tout. Si je fais ls-a, vous voyez que j'ai un dossier .ssh. Donc je vais dedans, et là, ça m'a bien généré ces deux clés-là qui n'étaient pas là avant. IDRSA, tout court, qui est la clé privée qu'il faut surtout pas afficher, et idrsa.pub qui est la clé publique. D'ailleurs, je peux vous la faire voir si vous voulez. Voilà, ça commence, c'est juste une chaîne de caractères très longue. Ça commence par SSH RSA parce que c'est un algorithme RSA. Si ça commence par autre chose, d'ailleurs, je crois que GitHub vous le dit, ça peut commencer par, je crois que c'est ça, ED 25519, le plus récent, mais bon, ça peut commencer par d'autres choses, c'est pas très grave. C'est toujours le même principe. L'idée, c'est une clé qui va permettre de vous authentifier. Ok. Euh, pour information, sous Windows, attention, par défaut, je vous conseille, pensez bien à, je vais vous faire voir. Alors, on part dans notre profil. Vous allez dans votre .ssh. Euh, Par défaut, attention, les points pub. Alors déjà, si vous êtes sous Windows, affichez les extensions de fichiers ici, dans l'onglet View, affichez les extensions de fichiers, pour bien voir le point pub, sinon vous aurez du mal à différencier les deux IDRSA. Et attention parce que par défaut, Windows, il pense que .pub, c'est des fichiers format publisher, quelque chose comme ça, alors que c'est pas ce que c'est pas du tout ce format-là de fichier. Il faut bien lui dire de l'ouvrir avec un, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, si vous faites juste ouvrir, il va vous l'ouvrir avec un, ouais, avec Microsoft Publisher, voilà, ouvrez-le juste avec Notepad, ce que vous voulez, un éditeur de texte pour bien voir du texte, hein, c'est pas un format publisher. Donc, moi là, j'ai celui que j'ai généré dans Linux. 4, c'est juste pour afficher le contenu du fichier. Une fois que vous avez cette clé, vous la copiez. Vous allez donc dans votre profil GitHub. Vous faites nouvelle clé SSH. Vous lui donnez un nom. Vous dites que c'est une clé d'authentification. Et vous collez le contenu du fichier dedans, qui doit commencer par SSH, RSA ou SSH autre chose. Vous l'ajoutez. Ça vous dit que vous avez bien ajouté. Et une fois que vous avez fait ça, elle est là et ça vous authentifie bien. Donc c'est ça qui permet à GitHub de faire le lien avec votre profil. Donc ça c'était le premier TP, on va dire. C'était toujours de la configuration. Mais on a besoin de faire ça et honnêtement ça sera le plus technique, on va dire, hein. Ah oui, si vous voulez vérifier que votre clé a bien fonctionné, vous tapez cette commande là, ssh-t git@github.com et il vous dit bonjour avec votre profil euh, GitHub, vous êtes bien authentifié et il vous précise qu'il n'y a pas d'accès en ligne de commande, mais c'est normal. C'est juste si vous avez ce message là, c'est que vous êtes bien authentifié par GitHub. Euh, Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le premier exercice qui est, s'appelle cloner le repository. D'ailleurs, regardez pas, j'ai oublié de supprimer. Je l'ai déjà en local sur mon PC, donc je voulais le supprimer. Data for God, formation. Allez, s'il est là, je vais le supprimer donc. rn-rf. Ok, il n'y a plus rien. Voilà, donc vous devriez être comme ça. Vous vous mettez où vous voulez sur votre PC, dans un dossier dans lequel vous voulez ce qu'on appelle cloner le projet, c'est-à-dire prendre une version locale du projet, quoi. Pour ça, vous allez utiliser la commande git clone et il va falloir, vous allez sur le projet auquel vous devriez avoir accès sur GitHub.
Donc GitLab, ça marche pareil, hein. Vous avez ce petit bouton là, vert code. Vous utilisez SSH, qui est le type de protocole qu'on vient de paramétrer via les clés SSH. Donc vous mettez bien sur SSH et vous copiez là. C'est en gros l'URL de ce repository là. Vous retournez dans votre invite de commande, et sur git clone, vous lui passez ce que vous venez de coller là. Vous faites entrer, il va vous dire qu'il est en train de cloner le projet. Bon, il vous donne des informations, il vous dit voilà, c'est bon. Si vous regardez vos fichiers, vous devriez avoir un nouveau dossier. Ok, je vais l'ouvrir avec VS Code. Donc depuis WSL, moi je fais code et d'ouvrir le dossier actuel. Sinon, vous avez juste à ouvrir Visual Studio Code. Si vous êtes directement sous Windows, par exemple, vous faites Fichier, ouvrir un dossier. Et dans ouvrir un dossier, vous choisissez votre dossier. Ça devrait vous ouvrir un explorateur de dossiers. Vous choisissez le dossier que vous voulez ouvrir. Voilà. Donc, vous devriez être en bas sur la branche main. Si c'est pas, si c'est pas le cas, je vous invite à vous mettre dessus. Et d'ailleurs, puisque on est là, tout à l'heure, je vous ai dit que dans un dossier Git, il y a toujours un dossier qui est .git, qui sert à un Git pour fonctionner. Vous le voyez pas ici dans VS Code, c'est juste parce que par défaut, il y a un paramétrage de VS Code qui masque ce fichier. Et c'est plutôt une bonne pratique parce que vous n'aurez jamais à l'utiliser normalement. Vous n'aurez jamais à modifier ce qu'il y a dans ce dossier-là normalement. Voilà. Pour information en ligne de commande aussi, si vous êtes dans un dossier, vous pouvez faire git status et vous voyez des informations. Voilà, je suis sur la branche main, c'est ce que j'ai de manière via l'interface graphique ici. Et ça me dit que je suis à jour avec ce qu'il y a sur le distant. Je suis bien up to date. Voilà. On va faire le deuxième TP qui est faire un premier commit. On va juste créer un fichier. Euh, Là, il y a déjà des fichiers dans ce projet-là, c'est pas grave. On va dire que je crée un fichier, voilà, un fichier testbook.py par exemple. Ok, je l'ai créé normalement, vous pouvez le créer en ligne de commande ou ce que vous voulez. Vous mettez des informations dedans. Voilà, mon fichier de test. Vous écrivez ce que vous voulez, c'est vraiment juste pour comprendre le concept. Et là, vous voyez que automatiquement, au moment où vous avez sauvegardé votre fichier, dans l'onglet Source Control, là, il vous met dans les modifications en cours ce fichier-là. Si vous cliquez dessus, c'est ce que je vous faisais voir tout à l'heure, vous allez voir les modifications. Alors, si votre fenêtre est petite, il vous mettra les modifications une sur l'autre. La ligne rouge, c'est ce qui a été, ce qui était avant, la ligne verte, c'est ce qui est après. Si votre écran est un peu plus grand, il vous les met côte à côte. Et ça dépend aussi comment vous avez paramétré VS Code. Euh, Là, vous allez pouvoir renseigner un message. Donc, en bonne pratique, normalement, on parle en anglais. On essaye de décrire explicitement ce qu'on a fait. Donc, create le test file. Voilà. Je clique sur le bouton commit. Donc, ça va faire mon premier commit. Là, j'ai bien mon commit qui doit être envoyé. Voilà, avec les modifications. Je le vois bien dans l'historique que j'ai en local, mais quelqu'un d'autre qui serait même sur la même branche, mais sur son PC, il ne le verrait pas encore, parce que je ne l'ai pas encore envoyé en distant. Et d'ailleurs, si je vais sur le projet sur GitHub, vous voyez qu'il n'y a pas mon fichier test. Ce fichier que je viens de créer là, il n'y est pas. Je l'ai que en local, fichier testluc. C'est parce que j'ai pas encore envoyé, j'ai pas encore fait le push. Ok. Et d'ailleurs, si vous voyez là, l'interface graphique, ça dit
il y a 0, il n'y a rien à pull, la flèche vers le bas, et il y a un commit à push, la flèche vers le haut. Donc soit je fais git push en ligne de commande, soit je clique là. Et là, une fois que j'ai fait ça, maintenant, ça dit bien que mon commit est présent sur le distant, et si je mets à jour le GitHub, vous voyez que là, maintenant, mon fichier, il apparaît. Et si quelqu'un d'autre travaillait en local sur sa machine, une fois qu'il aurait fait un pull, il aurait récupéré le fichier aussi. Donc, il y a ça, il faut bien se dire que, à retenir, il faut bien mettre un message quand on fait un commit, et il faut bien le partager avec les autres, sinon ils ne le voient pas. Pour information, euh, si vous le faites en ligne de commande, il y a deux commandes à faire en fait. Ça aurait été git add étoile. Là, ça fait rien parce qu'il n'y a aucune modification en cours. En fait, là, quand j'ai enregistré tout à l'heure, ça m'a mis automatiquement le fichier dans les modifications à en mettre dans le commit. C'est fait par défaut par VS Code où dès qu'on enregistre, il met toutes les modifications. Il considère que toutes les modifications qu'on a fait vont être dans le commit. Mais vous, peut-être que vous voulez pas mettre tous les fichiers modifiés. Il faut préciser quel fichier modifié il faut envoyer. Donc si vous le faites en ligne de commande, git add est le nom du fichier. Si vous mettez étoile, c'est tous les fichiers. Et ensuite git commit-m, je vais y arriver, et puis un message en chaîne de caractères et ça fait la même chose que ce que j'ai fait là tout à l'heure, mettre un message et faire commit. Voilà. Donc ça c'était le deuxième TP, créer un fichier, faire un premier commit. On a fait déjà le TP numéro 3 qui est récupérer des modifications d'autres personnes. Donc si vous êtes plusieurs à travailler dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut bien faire un pool pour récupérer les modifications d'autres personnes. C'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Si j'avais créé un autre clone du projet dans un autre dossier, ben, j'aurais pas vu mes modifs tant que je les aurais pas push depuis celui-là et pull depuis l'autre. Ce qui fait qu'on peut tout de suite enchaîner sur le quatrième TP qui va être créer une branche. On va se dire qu'on veut travailler depuis cette branche main, qu'on va créer une nouvelle fonctionnalité par exemple. Donc je clique pour le faire dans VS Code via l'interface graphique, je clique sur Main ici, je clique sur Créer une nouvelle branche. Une fois que j'ai cliqué sur Main, ça m'a ouvert ce menu en haut, je clique sur Créer une nouvelle branche, je mets le nom de la branche. Euh, on va dire que je crée le modèle. Donc là, vous voyez que je me suis sur la nouvelle branche, je suis plus sur main. Par contre, ça a gardé exactement l'historique de ce qu'il y a sur main. En fait, quand vous créez une nouvelle branche, ça se base sur l'état actuel de la branche sur laquelle vous êtes. Et d'ailleurs, si vous faites, je vous ai fait voir git status tout à l'heure pour savoir où vous êtes. Maintenant, il me dit je suis sur la branche create model. Voilà, donc en fait, au moment où on crée la branche, il se garde l'état actuel de la branche sur laquelle on était avant. Euh, mais elle n'est pas encore présente en ligne. Il y a le même principe que pour les commits tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas partagé avec les autres ne le voient pas. Donc là, GitHub, il voit pas ma branche. Hein, si j'affiche toutes les branches disponibles, il n'y a pas mon fit create model. J'ai ce petit bouton là, publier, qui fait un push aussi, hein. Et là, normalement, ma branche est présente en ligne. Si j'actualise, voilà, elle est là, fit create model. À partir de ce moment-là, n'importe qui peut se mettre sur la branche. Il l'aura en local aussi. Enfin, s'il récupère les modifs en ligne, voilà. Euh, et donc, c'est ce que je vous faisais voir tout à l'heure. Si je crée un dossier modèle,
avec un fichier de look copy. Hein. À partir de ce moment-là, si je repars sur la branche main, le dossier modèle n'existe plus. Par contre, si je me remets sur ma branche qu'elle vient de créer, le dossier modèle existe. Ok. Euh, Petit point d'attention, si vous avez des modifications en cours, par exemple, là, je crée un deuxième fichier. Ça me met dans les modifications en cours que j'ai pas encore commit, ce qui doit être commit plus tard. Je l'ai fait, j'ai créé ce fichier depuis la branche modèle. Si j'ai pas encore commit et que je change de branche, Git va me garder ces modifications en cours. Et donc là, vous voyez, il m'a créé de suite créé le dossier modèle avec mon nouveau fichier alors que j'ai pas encore commit. Donc si je commit, il va commit sur la branche main. Donc il faut bien faire attention. Si on n'a pas encore fait des commits, qu'on a des modifications en cours, pas encore commit, quand on change de branche, il emporte toutes les modifications en cours. Donc il faut faire attention à ça. Ça arrive, par exemple, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, et il y a quelqu'un qui vous dit, mais j'ai trouvé un bug. Vous pouvez pas facilement changer de branche pour tester, parce que si vous changez de branche, vous prenez toutes vos modifs en cours. Euh, je rentrerai pas dans le détail là, mais si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à regarder les notions de stash, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de côté des modifications en cours pour les reprendre plus tard. Voilà, sans les commits. Vous avez ce petit bouton là pour annuler toutes les modifs en cours sur un fichier. Voilà. Pour information, en ligne de commande, c'est git branch et le nom de la branche pour créer une branche. Et pour changer de branche, il faut faire git checkout et le nom de la branche, par exemple git checkout main. Voilà, il me dit j'ai switché sur main et vous voyez, en bas, là, c'est mis à jour. Le TP numéro 5, ça va être fusionner des branches. Euh, on va dire que, par exemple, notre fichier modèle, là, on voudrait le fusionner dans la branche main. Alors, on pourrait faire ça en ligne de commande, on pourrait faire ça via source control là, dans VS Code, en faisant branche merge. Mais normalement, les bonnes pratiques maintenant, ça dépend de l'organisation de votre équipe, encore une fois, mais de plus en plus de personnes passent via GitHub, via les notions de pull request. Alors, il y a cet onglet là, pull request. Pour information, si vous travaillez avec GitLab, GitLab appelle ça des merge requests, mais c'est la même chose. Donc si vous allez sur GitHub dans pull request et que vous venez d'ailleurs de faire un commit, il vous dit ah ben il vient d'avoir un push récent sur cette branche là. Donc il vous a déjà préparé un bouton où tout est prêt, vous avez juste à cliquer là. Mais on va faire en sorte, on va faire comme si nous avait rien dit, le faire tout manuellement. Donc on va dire on crée une nouvelle pull request. On clique sur ce bouton là. Ça va comparer les modifications. Je veux à gauche, c'est la branche dans laquelle, la branche de base que vous voulez conserver. Donc là, je veux conserver la branche main et je veux que ma branche create model, les modifications que j'ai fait dans create model soient fusionnées dans la branche main. Il vous fait une petite analyse du code, il dit bah c'est bon, moi je pense que je peux fusionner. Ça veut dire qu'il a trouvé aucun conflit. Le dernier exercice, je vous ferai voir les conflits à quoi ça ressemble. Vous voyez en bas d'ailleurs, il vous met les modifications, ça veut dire créer ce fichier-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il y a un petit bouton créer la pull request.
Là, vous pouvez donner un titre à votre pull request et mettre des informations. I created the model folder, blabla. Ok. Vous créez une pull request. Et l'idée, c'est que ça vous crée cette interface graphique là. Vous voyez, si vous retournez sur l'onglet pull request, maintenant on dit il y en a une ouverte. Elle est là. Vous voyez qui l'a ouverte. Vous voyez les informations que j'ai mis. Vous voyez que ça essaye de fusionner cette branche-là dans main. Non, c'est pas ça que ça dit. Vous le voyez là. Pardon. Vous voyez que ça essaye de fusionner create model dans main. Ça vous dit que vous pouvez travailler si vous. En gros, si vous travaillez vous sur la branche create model et que vous faites des commits, vous pouvez en ajouter plus et elles seront prises en code par cette pull request. Et l'idée en fait des pull requests, c'est d'avoir cette interface graphique qui est ouverte à tout le monde, à tous les contributeurs pour mettre des commentaires. Et ça aide notamment à faire ce qu'on appelle des revues de code. Donc si vous travaillez sur une fonctionnalité, quelqu'un d'autre va pouvoir venir là et dire, il va se mettre sur votre branche en local, il va regarder, tester, il va dire, ben, moi j'ai testé, j'ai trouvé une erreur ou I think it's okay, voilà, super niveau d'anglais. Euh, Là, c'est moi qui dis ça, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu d'échange au même endroit et que tout soit tracé pour si dans 3 ans, on se rappelle plus pourquoi on avait accepté cette modification-là, on puisse revenir dessus et lire les échanges. Voilà. Et une fois que on est d'accord, il y a quelqu'un qui va venir là, cliquer sur Merge Pull Request. Là encore, ça va créer un commit qui sert à fusionner les branches. Euh, qui va s'appeler merge pull request, blablabla. On confirme le merge. Et à partir de là, vous voyez que si je reviens dans la branche main, il me dit ah ben il y a des modifications à pull. Donc je pull. Vous pouvez le faire par en bas ou par là s'il y en a en cours. Voilà. Et maintenant je suis dans ma branche main et mon dossier modèle avec mon fichier modèle Luc existe. Alors que tout à l'heure il n'existait pas sur main. Maintenant il existe parce qu'on a on a récupéré les commits de la branche modèle. Et d'ailleurs, si vous venez là dans l'historique des commits, vous voyez bien que ça dit euh, j'ai récupéré le commit de tout à l'heure qui a créé, qui était sur l'autre branche, qui a créé le fichier, et il y a ce commit là qui dit ben, on a fusionné les deux branches et ça a fait ça a fait un récap de toutes les modifs qu'il y a eu en fait. Vous voyez le vrai commit qui a créé le fichier et vous voyez un commit merge de récap qui dit ben moi j'ai fusionné depuis la branche create model folder dans cette branche actuelle. Voilà. Et avantage super bien de passer par les pull requests aussi, c'est quand GitHub vous dit c'est bon, j'ai fait la fusion, il va vous dire ce petit message là. Tout est bon, vous pouvez supprimer la branche de manière sans problème quoi. Et il vous met un petit bouton pour supprimer votre branche, vous cliquez dessus, hop, et vous supprimez la branche. C'est vachement bien. Parce que pour travailler dans une équipe où on passe pas par les pull requests, on fusionne et ensuite on laisse les branches. Et au bout de 3 mois, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de branches ouvertes et on ne sait plus lesquelles sont en cours, lesquelles en sont finies. Donc prenez l'habitude de les supprimer tout de suite dès qu'elles sont fusionnées. D'autant plus que en passant par GitHub, vous avez le petit bouton pour restaurer la branche si besoin. Donc c'est mieux de faire du ménage et d'avoir un projet en bon état, on va dire. Donc ça, c'était les pull requests. Les pull requests, ça existe pas dans Git de base, hein, c'est juste GitHub et GitLab. Dans Git de base, ce que vous pouvez faire, c'est juste fusionner automatiquement, mais il n'y aura pas la partie discussion. Il faut l'avoir fait avant de fusionner. Donc c'est juste là, Git, branche, merge.
Vous mettez sur la branche dans laquelle vous voulez recevoir, vous faites git branche merge, vous choisissez la branche que vous voulez intégrer et hop voilà. Et en ligne de commande, c'est pareil, c'est git, je tape quoi, git merge et puis branche à fusionner. Ok, et hop, ça fusionne. Et le dernier TP, c'est le TP pour gérer les conflits. Il y a plusieurs manières de créer des conflits dans Git. En général, vous allez les voir surtout au moment où vous allez essayer de fusionner deux branches. On va imaginer que une même équipe veuille modifier une même partie du code. Par exemple, là, dans le dossier contrôleur, vous avez un truc qui s'appelle new controller, et il y a cette fonction-là qui s'appelle hello name, qui dit juste hello et le nom, le prénom. Ok? Enfin, le prénom, le nom de famille. Bon, on s'en fout. Imaginez que deux personnes veuillent travailler en même temps dessus. Donc, il y a une première personne qui va dire, moi, depuis ma branche main, je vais créer une nouvelle branche. Je vais dire que c'est une correction parce qu'on a un problème en fait sur cette fonction. C'est pas normal que le prof français. Ok, donc il va créer sa branche, la publier, et en même temps, donc je reviens sur ma branche main, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, mais en fait, cette fonctionnalité-là, elle ne devrait pas afficher le nom de famille, elle devrait afficher que le prénom. Donc lui, il va créer une nouvelle branche en disant, ah ou bon allez, on va refaire un fixe. On va dire que c'est deux modifications parallèles, mais ça pourrait être une création de fonctionnalité, ça change rien. Il va dire, ben voilà, non, oubliez. On va dire que c'est une nouvelle fonctionnalité qui va penser que cette fonction-là, elle devrait aussi afficher l'âge. D'accord? Euh, J'écris quoi? Name, display age, displays, age. Ok? Et donc lui, il va dire, moi, je crée une nouvelle branche pour que cette fonction-là affiche aussi l'âge. Donc celui-là qui est sur la branche displays age, il va dire, mais moi, je veux que ça affiche aussi l'âge. Voilà. Euh, c'est Copilot qui est intelligent qui m'a dit vous avez age. Donc il va faire son commit. Lui, il va dire hello name, display age. Et il push sur sa branche. C'est-à-dire que sur cette branche-là, il y a une modification qui est celle-là. Hmm. Avant, c'était comme ça, maintenant, c'est comme ça. Ça affiche l'âge en plus. Maintenant, je vais repartir sur l'autre branche. Imaginez qu'en même temps, en même temps, lui qui avait créé sa branche avant, eh ben, il n'a pas l'affichage de l'âge. Ok. Et il ne peut pas pool les modifications parce qu'elles ne sont pas sur la même branche. S'il travaillait sur la même branche, il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, vu qu'il travaille sur une branche différente, il n'a pas l'ajout de l'âge. Donc il va dire, en fait, il y a un problème. C'est pas normal que ça parle français, ça devrait parler anglais. Ça devrait dire hello. Donc il fait sa modification. Il écrit hello name now speaks English. Il fait sa modification. Il a push. Jusque-là, pas de souci. Mais on a deux versions qui sont pas cohérentes. Il y en a un où ça parle toujours français, ça a ajouté l'âge, et un, ça s'est mis à parler anglais. Donc, on va fusionner dans main. Donc, on va créer nos petites pull requests. Pour les faire par là, par exemple, admettons que celui qui a ajouté l'âge ait fait sa pull request en premier.
Il dit c'est bon, j'ai choisi je veux fusionner dans main mes commits d'affichage de l'âge, il n'y a pas de problème. Bon, il met un message, il crée sa pull request. Il y a d'autres personnes qui vont discuter dessus, faire du code review. Une fois que tout est bon, on clique sur confirmer les merges. Jusque là, pas de souci. C'est bon, ça fait la fusion, je délète ma branche. Si je vais dans main, voilà, si je vais dans main, je pull, hein, j'ai cliqué là, j'ai bien récupéré l'affichage de l'âge. Maintenant, l'autre dev, en même temps, il dit, moi je veux que ça parle plus français, que ça parle anglais. Et il dit, bah, je fais mon commit en disant, ah, ça parle anglais. Et il a bien choisi, je veux fusionner dans ma branche main, ma branche speaks French, enfin de la correction que ça parle français. Mais il y a ce message là qui dit attention, vous n'allez pas pouvoir merge automatiquement. Ça veut dire qu'il y a des conflits. C'est pas grave, tu crées quand même ta pull request. Et ça là, GitHub, il te dit, mais là GitHub le dit, mais c'est Git qui lui dit qu'il y a des conflits. C'est pas GitHub qui gère les conflits. GitHub ça rajoute juste l'interface graphique dans ce cas-là. On pourrait le faire tout en ligne de commande et tout dans VS Code, ça marche, ça ferait pareil. Il dit, ben, cette branche a des conflits, il faut les résoudre. Vous cliquez sur le bouton là, Resolve Conflict, et ça vous fait ce petit écran là un peu bizarre qui est en gros tout ce qu'il y a entre, il y a des chevrons vers la gauche et le nom de la branche, de ça jusque à la ligne de égal, c'est tout ce qu'il y a sur la branche qui arrive, donc sur la branche Hello Name Speaks French. Et ce qu'il y a en dessous, jusqu'au chevron vers la droite et main, c'est ce qu'il y a sur la branche actuelle, donc sur la branche main dans laquelle on veut fusionner. Et donc là, vous voyez que ça vous dit sur la branche qui arrive, il y a écrit hello name last name, et sur la branche présente, il y a bonjour et l'âge en plus. Et là, c'est à vous de réfléchir, c'est quoi la bonne solution? Là, on va se dire que par exemple, ben, on veut que ça parle anglais, you are, par exemple. Ok, bonjour machin truc, vous avez tel âge. Et il faut supprimer tous ces chevrons et tout ça. Et on va dire que la bonne version qu'on veut, c'est ça, c'est hello name, ça parle anglais et ça met l'âge. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur comment on fait pour résoudre le conflit, qu'on a modifié réellement dans le code, on clique sur Mark à Resolve. Là, il nous dit OK, c'est bon, il n'y a plus de conflit. Et on fait notre merge. On fait notre commit et on va faire notre merge. On peut supprimer notre branche. Et là, si on va dans main, on va voir que, regardons le fichier d'abord. Là, le fichier, il parle bien anglais et il y a âge et il y a le nom, le prénom. Et si on va voir les modifs, on voit une modif. On voit la première modif qu'il a fait parler, qui a ajouté l'âge. On voit une autre modif qu'il a fait parler anglais, mais on peut pas l'avoir parce que c'est pas la bonne version de la modif. Et par contre, on voit le modif de merge qui dit bah, j'ai gardé les deux modifications. Voilà. Et je pense que c'est tout. Donc l'idée, c'est vraiment euh, Git, en fait, ça facilite le travail en équipe parce que on peut chacun travailler sur ses versions. Par contre, quand on réconcilie les deux versions du code, ben, il va falloir
souvent se poser des questions. C'est pour ça que ça reste quand même une des bonnes pratiques d'essayer de travailler sur des parties différentes, de bien organiser ses fichiers, d'avoir des responsabilités différentes pour ça, chaque fichier. Au moins, chaque équipe ou personne peut travailler sur une fonctionnalité qui est complètement décorrélée des autres et ça évite les conflits quand on va fusionner tout. Voilà, pas de souci. Et d'ailleurs, si un jour vous fusionnez directement dans VS Code, par exemple, il y a une interface graphique aussi pour gérer les conflits dans VS Code. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous faire voir. Si on repart sur notre fichier de formation, donc pour rappel, je vous ai mis de la documentation. Il y a une petite introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est Git. Il y a toute la documentation sur comment installer. Vous avez entendu normalement parler qu'on peut faire tout en ligne de commande et en interface graphique, que pas fait exprès, que GitHub et GitLab, c'est juste des plateformes qui facilitent l'utilisation de Git, hein, mais on n'est pas obligé de faire ça. Il y a des notions de repository, c'est notre dépôt de code, c'est notre projet sur lequel on travaille, de commit, de branche. Il faut penser à push et pull pour synchroniser notre travail avec les autres. Et quand tout est OK, on va fusionner nos branches et résoudre des conflits. Voilà. Vous avez tout le détail des TP qu'on a réalisés et il y a quelques concepts avancés que vous entendez peut-être parler un jour qui pourraient vous être utiles dans certaines situations, mais pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt chez Data for Good.